choisi de faire un journal un peu exceptionnel. Oui, Béatrice, bien entendu, nous nous devons vis-à-vis de nos téléspectateurs, et nous le ferons, c'est notre devoir d'informateur, de traiter de l'ensemble de l'actualité, et nous le ferons tout à l'heure, mais effectivement, c'est un journal un peu exceptionnel, parce que ce soir, la situation de la 5 est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle tout simplement parce que à l'heure qu'il est, à 20 h ce mardi 23 mars, s'il ne se passe rien dans les 10 jours qui viennent, si rien ne vient débloquer la situation, eh bien, la 5 cessera purement et simplement d'émettre. C'est ce que notre administrateur provisoire, Maître Lafont, nous a confirmé cet après-midi. Et c'est effectivement, vous l'avez dit, un événement exceptionnel. Cela dit, moi j'ai toujours une lueur d'espoir, et je vous expliquerai pourquoi, même si elle est minime, mais il y a une étincelle, et jusqu'au bout, il faut que nous fassions tous ce que nous pouvons faire. Moi, je pense qu'il y a encore une petite lueur d'espoir, pour plusieurs raisons. Je vais vite. D'abord parce que la 5 est une grande chaîne. C'est une grande chaîne de télévision. Deuxièmement, parce qu'elle a des millions de téléspectateurs qui nous regardent tous les soirs, que nous distrayons, que nous informons. Nous le faisons jour après jour. Et je tiens à vous dire, Béatrice, vous le savez bien, et vous serez parmi nous pour le faire, que nous le ferons jusqu'au bout. Lueur d'espoir aussi parce que des personnalités de toute nature nous soutiennent. Bien entendu, plus d'1 million de personnes dans l'association lancée il y a 1 mois et demi, 2 mois par Jean-Claude Douret qui sera sur ce plateau tout à l'heure, mais aussi des personnalités exceptionnelles comme le commandant Cousteau, vous allez recevoir dans quelques instants, et dont je rappelle ce soir quand même qu'il est aujourd'hui le Français le plus apprécié en France, mais également le plus apprécié et le plus connu dans le monde entier, au-delà de toutes les personnalités politiques ou culturelles. Et puis une lueur d'espoir aussi parce que nous avons ici sur la chaîne un personnel, journaliste, technicien, administratif, un personnel de toute nature qui est prêt à se battre jusqu'au bout. Il le fera bien entendu dans la plus grande dignité. Nous allons le montrer encore ce soir. J'insiste sur ce mot de dignité, et un personnel qui se battra jusqu'à la dernière seconde, s'il y a une dernière seconde. C'est vrai, Patrice. 83 jours après le dépôt de bilan du groupe Hachette, Silvio Berlusconi, seul repreneur de la chaîne généraliste, passe la main contraint et forcé. Nous reviendrons bien sûr sur les raisons qui ont poussé Silvio Berlusconi au retrait, mais tout de suite le comité d'entreprise extraordinaire qui se tenait cet après-midi, un comité convoqué en urgence où il a été confirmé la décision de Silvio Berlusconi. Vincent Bachot. Silvio Berlusconi pourrait abandonner son projet pour la 5. Il est à peu près 15h15 quand sur nos téléscripteurs, l'annonce fait son apparition. Surprise, stupeur au sein de la rédaction. La lutte pour notre survie entamée depuis le début de l'année, associée au conditionnel employé dans la dépêche, laisse encore sceptiques la plupart d'entre nous. Intox, bluff, la vérité ce que personne ne veut encore y croire. La maison a 1 heure pour se rendre à l'évidence. 16h13, l'indicatif est de rigueur. Le magnat italien s'est résigné. Il retire son plan de reprise devant les difficultés insurmontables qu'il a rencontrées. Un comité d'entreprise exceptionnel est convoqué. Confirmation une poignée de minutes plus tard. D'après Maître Lafont, si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est essentiellement à cause de la défaillance des banques françaises. C'est-à-dire que le Trésor public aurait fait pression pour refuser l'agrément à un pool bancaire italien. Berlusconi a annoncé qu'il ne pouvait pas aller au-delà de certaines conditions. Voilà. Les causeurs de mort sont démasqués. Le doigt accusateur est porté en direction des plus hautes sphères financières de l'État. Le regroupement est immédiat au sein de la rédaction. Les esprits déstabilisés recherchent un peu de chaleur et de force au cœur de leur famille. Premier dialogue, première réflexion quant à la stratégie adoptée d'ici le 3 avril prochain et l'arrêt de la chaîne, décidé par le tribunal administratif. Bien sûr, il nous reste 10 jours pour modifier cet avenir dicté par le Trésor public français. Bien sûr, l'ouverture européenne que comptait donner Silvio Berlusconi à la 5 correspond tout à fait aux aspirations politiques du moment. Alors pourquoi ce mur dressé devant un tel dessein ? Dès l'annonce du retrait de Silvio Berlusconi, nous avons reçu spontanément le soutien du commandant Cousteau, présent sur ce plateau. Merci, monsieur, d'être avec nous ce soir. Si vous voulez bien, voyons ensemble d'abord le mécanisme qui a amené Silvio Berlusconi à renoncer. Depuis plusieurs semaines déjà, l'homme d'affaires italien avait fait part de pressions diverses, exercées notamment sur les banques, pour dissuader d'éventuels partenaires. Une sorte de machine bien rodée, Jean-Marc Sylvestre. Je crois d'abord que les chiffres sont têtus, et si la 5 est en train de mourir ce soir, c'est d'abord à cause de ces chiffres. Le plan de sauvetage
présenté par Silvio Berlusconi échoue, et il échoue, je crois, à deux niveaux. D'abord, au niveau du capital, c'est vrai, le capital sur le papier, tel qu'il était présenté au tribunal du commerce, était bouclé, le fameux tour de table. Il se composait, on va voir un tableau pour que les choses soient très claires, de la façon suivante. Un groupe allemand, Kirch, spécialisé dans l'audiovisuel et la presse et la production, qui prenait 25%. Un groupe espagnol, Tibi Dabo, qui a des chaînes de télévision en Espagne, 25%, Berlusconi, 25%, et une banque italienne, un pool de banques italiennes dirigé par le Banco Italia, 25%, une banque italienne qui aurait dû, dans un avenir plus ou moins proche, laisser sa place aux téléspectateurs, ceux qui auraient voulu, au sein de l'association, participer au capital par le biais d'une société 5+. Premier problème, le Banco Italia a eu des difficultés pour trouver ou pour décider un correspondant français, banque française, à finalement faire les modalités d'augmentation de capital. Ça, c'est, si vous voulez, au niveau du capital. Deuxième blocage, au niveau du plan de reprise de créances. Et c'est peut-être plus important et plus sérieux. Le passif évalué provisoirement de la 5e chaîne est de 2 milliards de francs. Le plan de reprise, accepté, semble-t-il, par le tribunal de commerce, prévoyait une reprise de 25% de ces créances, ce qui est un taux normal en cas de reprise d'entreprise en faillite. Or, il se trouve que la plupart des créanciers, et notamment des créanciers bancaires, seraient revenus sur cet accord tacite de reprise et demanderaient finalement un élargissement de ces créances, d'où un certain nombre de difficultés, d'où un alourdissement de notre exploitation future. À deux niveaux, dans lesquels on retrouve un certain nombre de banques françaises et notamment des banques nationalisées. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'opposition formelle du Trésor. Pourquoi y en aurait-il? Nous sommes dans la communauté économique européenne et chaque investisseur étranger peut venir investir en France. Mais il est vraisemblable, et on peut se poser la question, sur les raisons qui, en fait, amènent un certain nombre de banques françaises à résister ou à refuser ce plan de créance et ce tour de table. On se posera ces questions dans le courant de ce journal. Tout de suite avec nous, vous restez avec nous, Jean-Marc. Le commandant Cousteau, bonsoir. Merci infiniment de votre présence. Patrice Duhamel le disait tout à l'heure, vous êtes, tout le monde le sait, l'homme le plus populaire en France, mais aussi à l'étranger. Et vous imaginez donc le poids de votre présence et de vos paroles ce soir. Alors spontanément, vous êtes venu nous rejoindre. Est-ce que c'est d'abord l'homme de cœur qui parle? C'est l'homme de cœur peut-être, mais aussi l'homme de communication. J'estime que la communication avec le public est aujourd'hui un devoir fondamental, que cette communication doit s'améliorer et s'élargir. La suppression d'une chaîne dans un pays comme la France est une atteinte à la liberté, une restriction de cette liberté. C'est surtout sur ce plan-là que je me place. Moi, ça me fait mal de voir des combinaisons arrêter une chaîne, quel que soit le passé économique de cette chaîne. Il y a 36 moyens, 36 façons de reprendre une chaîne comme la 5. Et j'ai peur qu'il y ait des désirs quelque part de ne pas trouver de solution. Moi, personnellement, je ferai tout ce que je pourrai pour encourager des gens qui aient des idées et également pour contribuer peut-être à ces idées afin que la 5 ne disparaisse pas. Peut-être sera-t-elle obligée de se modifier un peu, mais il ne faut pas qu'elle disparaisse. Alors quand vous dites qu'il y a peut-être volonté ici ou là de ne pas laisser vivre cette chaîne... Là, il faut faire une étude, on ne peut pas dire ça en l'air. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques doivent être concernés et ont leur part de responsabilité, très clairement? Leur part de responsabilité, je ne sais pas, mais elle ne devrait pas en avoir. Il est certain que là, dans ce cas particulier d'une chaîne privée, financée par de l'argent privé, l'influence gouvernementale ne devrait pas exister. Alors quand je vous écoute, j'ai envie de dire c'est un peu la première fois qu'on vous entend prendre une position plutôt politique. Oui et non. Vous savez, j'ai des idées politiques, j'ai des idées politiques très claires, qui ne rentrent pas dans les doctrines politiques actuelles, mais croyez bien que je souffre constamment de la façon dont la démocratie n'a pas suivi justement l'amélioration des communications entre
les événements et le public lui-même. Alors que tout le système de communication électronique permet à tous les citoyens du monde entier de savoir ce qui se passe sur toute la planète. Et ça touche évidemment l'écologie qui vous concerne directement. Oui. À ce moment-là, le système actuel, qui date de 200 ans, continue à s'appeler démocratie. Et c'est une démocratie à retardement, qui a vieilli, qui ne s'est pas adaptée au système électronique de la vie moderne. On vote pour un représentant pour 5 ans, et les événements peuvent changer en quelques jours. Donc, si vous voulez, cette absence de contact direct avec le public me gêne et je considère comme archaïque. Bon. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Quand il y a des questions graves, nous faisons appel aux pétitions. Nous avons, grâce à la pétition qu'on a lancée sur l'Antarctique, on a obtenu le changement de position de pratiquement tous les signataires du traité antarctique. C'est vrai, formidable travail. Bon. Actuellement, nous faisons une pétition, on a déjà plus de 2 millions de signatures en France, sur les droits des générations futures. Bon. Mais ici, nous avons un nouveau cas qui m'intéresse énormément. Le public devrait avoir son mot à dire sur la disparition. Il a commencé à dire, vous savez qu'on a plus d'un million d'adhérents. Vous avez fait une sorte de pétition. C'est vrai. En lançant, c'est pour ça que je suis là. Hein. J'ai trouvé une analogie énorme entre ce que vous avez fait et ce que je fais. Il y a un peu plus d'1 million de personnes qui spontanément se sont adressées à vous en disant on est prêt à contribuer, modestement bien sûr, parce qu'on n'est pas très riche, mais nous avons besoin de la 5, on veut la 5, on est prêt à contribuer. Et vous êtes l'une de celles-là, l'une de ces personnes, contribuer, mais surtout avec peut-être un projet. Je crois savoir que vous avez un projet. Non, pas encore. Écoutez, une idée de projet. J'ai appris cet après-midi cette catastrophe et j'ai bien l'intention d'en parler avec beaucoup de gens. J'ai déjà communiqué avec des ministres et avec des autorités de télévision. Je compte continuer pendant les jours qui viennent. Dès cet après-midi, vous voulez dire, vous avez pris des contacts ici ou là? Tout de suite, instantanément. Mais en fait, là n'est pas la question. Il me semble, et là je m'adresse au public entier, il me semble qu'il serait formidable que le public s'unisse pour financer la 5, indépendamment de toutes les combinaisons extérieures. Moi je trouve ça un triomphe de la démocratie, car il n'y a pas eu encore dans le monde une chaîne qui soit entièrement possédée ou pratiquement possédée par le public au large. Actuellement, l'information est entre les mains de groupes financiers. Et même les 25% dont on parlait tout à l'heure, venaient d'Allemagne, etc., d'Italie, d'Espagne, c'était des groupes financiers. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que je voudrais, c'est que les citoyens se mettent dans le coup pour avoir leur système de communication à eux. Et vous, dans ce système, vous jouez un rôle actif? Vous avez envie de jouer un rôle actif? Vous le faites déjà en étant l'asseoir et en parlant. Je voudrais avoir un rôle actif dans la création de cette chose. Mais après, bien sûr que j'ai d'autres chats à fouetter. Mais bien sûr que oui. Quel message? Vous y croyez? Vous savez qu'on a 10 jours encore avant la liquidation. Est-ce que vous croyez que je me serais battu depuis 3 heures depuis que j'ai appris ça, comme je l'ai fait? Si j'y croyais pas, je crois que la volonté populaire, que la participation populaire à l'information est essentielle. Je vous remercie infiniment. Je crois que vous serez écouté, je l'espère. Et puis on se reverra forcément. Merci, Monsieur Cousteau. Merci. Vous restez avec nous si vous voulez. On va détailler le reste de l'actualité qui concerne encore bien sûr la 5. Depuis 83 jours, la 5 en dépôt de bilan vit entre l'agonie et la rémission. Un quotidien réglé par un administrateur judiciaire, Maître Lafont, une société qui tourne depuis le début du mois de février grâce au financement du groupe Berlusconi. Enfin, une entreprise qui tente de se construire un avenir sous le contrôle du tribunal de commerce. Xavier Bodin-Hulin. C'est le jour où le ciel nous est tombé une première fois sur la tête. Pour nous et pour vous qui êtes fidèles à la 5, ce 17 décembre est une journée particulière. Ce journal sera donc, lui aussi, le reflet d'une réalité, un journal particulier. La direction de la chaîne vient d'annoncer 576 licenciements sur 900 salariés. Un coup de massue pour les personnels, la fin d'une certaine 5.
C'est la mort de la rédaction de la 5, c'est la mort de la 5 telle que nous l'avons créée, telle que nous l'avons vécue pendant 4 ans et demi. Voilà, c'est terminé. Monsieur Sabouret, on est journaliste à la 5, je suis journaliste à la 5. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, monsieur Sabouret? Tension extrême, énervement. Le PDG de la 5, Yves Sabouret, nommé par Hachette, refuse dans un premier temps de parler au personnel. Hey. Ces gens ont menti sur toute la ligne. Ces gens aujourd'hui renient leurs engagements. Je crois que tous nous devons faire une démarche auprès du CSA pour demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre maintenant ses responsabilités. Si le groupe Hachette ne peut pas tenir ses engagements, qu'on lui retire la concession, ça serait la logique pour tous. D'accord, d'accord. Abattu, mais mobilisé. Une grève est immédiatement votée pour le 19 décembre, première grève de l'histoire de la 5. Ah, merde, j'arrive pas à l'arrêter. Les journaux sont supprimés, remplacés par des documentaires animaliers. L'antenne est assurée par la direction technique en personne. À la même heure, les salariés manifestent devant le CSA, car le Conseil supérieur de l'audiovisuel a convoqué Yves Sabouret, PDG de la chaîne, et surtout Jean-Luc Lagardère, le président d'Hachette. Je suis venu pour sauver la 5. Je suis ici revenu pour cela, dans certaines conditions qui correspondent à nos capacités et qui correspondent à la confiance que le monde financier, les banquiers notamment, nous feront. Nous avons fait un plan homogène en ce sens. Je considère que c'est une défaite aujourd'hui et non pas une victoire. Je le dis clairement. Dans les 10, 15 jours, 3 semaines, 1 mois au plus, c'est notre sort qui sera décidé. Et notre sort à tous. Et notre sort, c'est le dépôt de bilan le 31 décembre. Le CSA n'a pas trouvé conforme le plan présenté par la direction. Hachette jette l'éponge. Nous ne disposons plus maintenant, je ne dispose plus aujourd'hui des moyens financiers qui me permettraient de continuer à gérer la société de façon normale. Et c'est alors que pour la première fois, le groupe Berlusconi annonce son intention d'étudier ce qu'il pourrait faire. Aujourd'hui, non seulement M. Silvio Berlusconi est sous choc parce qu'il n'a jamais dans sa vie déposé un bilan. À partir de ce moment, nous réfléchirons en fonction de nos possibilités de voir s'il y a encore des possibilités que le 5 ne disparaisse pas des écrans français. 3 janvier 1992, le tribunal de commerce nomme Maître Hubert Lafont comme administrateur judiciaire. Une mission de 3 mois jusqu'au 3 avril pour étudier les solutions de relance de la chaîne. Il n'est pas possible aujourd'hui de dire quelle sera l'issue de cette affaire. 15 janvier 92, Silvio Berlusconi annonce dans un communiqué qu'il veut sauver la 5 dans le respect de la réglementation en réunissant un nouveau tour de table. 3 février, un seul plan de relance crédible est déposé sur le bureau de Maître Lafont, c'est celui de Berlusconi. L'homme d'affaires italien se rend personnellement à Paris. Il propose une augmentation de capital. Le montant, c'est en total 1,5 milliard de francs en 2 fois. La majorité a des partenaires français, c'est-à-dire de tenir au minimum 51 pour des partenaires français et 49 pour des partenaires européens. 25 février, les actionnaires votent le principe de l'augmentation de capital voulue par Berlusconi. Ils auraient eu jusqu'à aujourd'hui, 24 mars, pour se prononcer et y souscrire. Alors, on y croit. Il faut une dose d'optimisme assez importante pour arriver à poursuivre l'exploitation d'une chaîne qui est en déficit, dans un climat qui est troublé, dans lequel la 5 est l'objet d'attaques qui sont quelquefois très viles, d'ailleurs, d'un certain nombre de concurrents, parce que cela ne répugne pas aux coups les plus bas et aux fausses nouvelles les plus insensées. Et par conséquent, il faut beaucoup d'optimisme et j'en ai.
Il y a quelques jours, 110 salariés de la 5 ont été licenciés. C'était la première application douloureuse du plan Berlusconi. Un plan qui n'est plus d'actualité depuis cet après-midi. Nous vous l'annoncions dans un flash spécial vers 16h. Le président du tribunal de commerce de Paris a annoncé... En tout cas, rien n'aurait été possible sans l'incroyable soutien de centaines de milliers de téléspectateurs. L'association de défense de la 5, sous la houlette de Jean-Claude Bourret, qui est à mes côtés, accomplit depuis le début du mois de janvier un formidable travail. Le plus grand parti de France, disait Jacques Séguéla, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes, alors ce soir, 1 53 733 adhérents. Il y a même eu 2000 adhésions en une demi-heure, là, il y a quelques instants. Sur ce plateau, pendant ces mois qui viennent de s'écouler, l'encouragement aussi de comédiens, d'artistes, de politiques, moment de télévision unique, une chaîne essaye de se relever en direct, aidée par vous tous. Tout a commencé il y a 3 mois. Patrice Romden. 576, le nombre fait office de starter. Lorsqu'à la veille des fêtes, le 17 décembre dernier, le groupe Hachette dévoile son plan de licenciement. Il lance, sans le savoir, un boomerang. Car il n'a pas compris qu'en face, il y a des gens qui s'aiment autant qu'ils s'engueulent. La 5, ils l'ont enfanté, on ne touche pas à la famille. Transparence, sincérité. Transparence parce que c'est notre morale, sincérité parce que c'est notre force. La rédaction monte à l'assaut de l'antenne. Première phase de mobilisation, mobilisation interne. Alors, messieurs les politiques, vous avez souvent dit qu'il y avait une chaîne de trop dans le paysage audiovisuel français. Il y a ce soir une de moins. 14 septembre 87, 17 décembre 91, c'est long et c'est court. C'est long parce qu'on a eu le temps d'avoir 2 visages morts en reportage, parce qu'on a pris beaucoup de coups de tous les côtés, parce qu'on a travaillé jour et nuit pour que la 5 devienne un chiffre respecté. Sur les visages, la rage de ceux qui n'ont pas démérité et ne se résignent pas à payer les erreurs des autres. Sur les murs, les premiers messages de soutien d'un public à qui, nous avons l'insolence de le croire, nous donnons du plaisir sans bouder le nôtre. Surgit alors Jean-Claude Bourret. Dans son esprit a germé une idée, créer l'association de défense de la 5. Fol espoir qui, au fil des jours, mue en divine surprise. 72 heures après, 40 000 adhésions. Je m'appelle Carmen Destre, je suis professeure d'espagnol, j'habite Paris et je suis intéressée par le soutien de la 5 parce que je suis tout à fait de tout cœur avec vous. Je ne veux pas qu'une chaîne de télévision privée disparaisse. Est-ce que vous seriez prêt à devenir actionnaire de la 5? Oui. Oui. Oui, à condition que ça ne dépasse pas des sommes faramineuses. On a parlé de 1000 francs par actionnaire, je serais tout à fait d'accord. Une action de la 5 ou quelque chose comme ça moi je suis pas contre. Deuxième phase de mobilisation, mobilisation externe. Le 9 janvier, 200 000 adhérents. Le 23, 500 000. Le 17 mars, on dépasse le million de lettres et de chèques de soutien. Succès symboliquement fêté par la présence sur le plateau du journal de 20 h du 1 000e adhérent et de sa famille. Vous imaginez que vous avez créé le premier parti de France? Je comprends pourquoi les parlementaires disent on voudrait avoir ça au Parlement. Lui, c'est Jacques Séguéla. Sa formule fait mouche autant qu'elle inquiète les politiques. L'association grandit grâce notamment à la mobilisation des relais d'opinion. Richard Boringer, au premier soir, avait donné le là. Alors on me dit, il n'y a plus d'infos. Je dis, mais pourquoi je vais regarder la télé s'il n'y a plus d'infos? J'en ai rien à foutre. Je dirais, chaque chaîne de télé, qu'elle soit privée ou publique, doit avoir une information. Où on est là? Bon. C'est une chaîne que j'aime beaucoup et je trouve plus légère, plus gaie, plus rapide que les autres. C'est un scandale de laisser mourir une chaîne de télévision. On ne peut pas d'un côté ouvertement et politiquement prétendre soutenir la démocratie et en même temps laisser mourir une chaîne. Tout le monde sait que la télévision c'est spécial, il y a quelque chose de fabuleux, il y a quelque chose de magique, je veux dire c'est comme le cinéma. Alors on ne peut pas donner une sucette à quelqu'un puis lui retirer en disant maintenant c'est fini. Je suis là pour aider la 5 à ma façon, avec mes moyens, de manière concrète. Vous voyez, on est très pragmatique et sans faire de prosélytisme. Oui. Voici donc un bulletin d'adhésion. Je vous en donne un. De la défense, pour l'association de la défense de la 5. Et puis en voilà une autre pour votre famille. Voilà. C'est très persuasif. Mais je peux vous dire que Christine Bouzrenal le signera. Alors je vais vous en donner une troisième. Non pas parce que j'ai de l'autorité, alors je vous en donne parce qu'elle le pense. Parce que vous avez une famille encore qui le signera aussi. J'en ai encore une quatrième. Sinon il y a Jean-Claude Bourret à la sortie qui vous attend. Mais vous aurez les 4. On ne peut pas signer au nom des autres. Non.
j'aimerais qu'il le signale. Mais pour ce faire, il eût fallu, Monsieur le Président, que vous imitassiez les annonceurs, les entreprises, les artisans, les particuliers, bref, les maillons de cette chaîne de solidarité dont les bénévoles constituent l'emblème. Depuis 3 mois, à la 5, ces bénévoles trient le courrier, répondent au téléphone, classent les chèques, bref, ils s'activent, ils s'activaient, car cet après-midi, ils ont appris, comme nous. Un coup de poignard dans le dos. Et on sait très bien d'où vient le coup de poignard. Même si on ne le montre pas, on est en colère. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On défile dans la rue, pas de problème. Ça fait 3 mois qu'on se bat. Avec nous, Brice Lalonde. Bonsoir monsieur, je rappelle que vous êtes ministre du gouvernement. Or, il paraît que cet après-midi, Matignon aurait donné de strictes consignes aux membres du gouvernement de ne pas évoquer, de ne pas parler de l'affaire de la 5. Vrai ou faux? Je l'ignorais, en tout cas, je suis là. C'est vrai? Franchement, vous savez, je viens de m'occuper des élections régionales et donc je suis un peu déconnecté. Pas de consignes? Pas en tous les cas, pas qu'il soit arrivé jusqu'à moi. Bon, en tout cas, on vous remercie d'être sur ce plateau. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que vous avez été le Premier ministre à venir nous aider. C'était il y a 3 mois. Votre réaction à chaud? Enfin, je suis consterné. Déjà, il y a quelques mois, j'étais venu pour parler avec vous. Je pense que les chaînes de télévision font partie de l'environnement. Alors, je suis défenseur de l'environnement. Tous les jours, quand on est chez soi, on vit avec nos chaînes. Et je pense que la 5 avait su créer une façon de faire extrêmement vivace, extrêmement pertinente comme ça sur l'information, et on se sentait, nous, proches de cela. Et vous avez été très loyaux, toujours sur l'information, très, très loyaux. Et cette loyauté nous a toujours plu. Donc, s'il y a un pan de notre environnement quotidien qui disparaît, c'est une souffrance. Voilà. Donc, on tenait à vous le dire. Et on ne voudrait pas que vous ayez le sentiment que, là encore une fois, il n'y ait pas beaucoup de Français qui soient avec vous, ou qui essayent eux-mêmes de réfléchir à la façon de faire, la liberté de l'information, comment ça marche, les recettes publicitaires, comment ça marche, etc. C'est une chaîne privée, la 5. Est-ce que les chaînes privées peuvent être aussi le témoignage de l'élan des citoyens et pas simplement de l'argent des financiers? Moi, je serais prêt, j'y pensais toujours à ça, c'est mon côté 68 heures, je ne sais pas si c'est possible. Voilà où on en est maintenant. Comme il y a un élan, comme il y a 1 million de Français qui voudraient que ça continue, comme il y a une telle équipe, une telle ferveur, alors est-ce que c'est possible? Peut-être, c'est ce que disait M. Cousteau il y a quelques instants. Vous avez parlé d'argent. C'est vrai, l'argent, c'est important pour une chaîne privée. Est-ce que vous êtes au courant de pressions politiques ou de pressions financières dont on parle ici et là? M. Berlusconi les a évoquées très clairement. Différents journaux ont repris cette hypothèse. Est-ce que vous en savez davantage? Oui ou non, d'abord? Non, bien sûr que non. Est-ce que ça vous choquerait si ces pressions existaient? Oui, il faudrait les comprendre, il faudrait que je les comprenne, je ne les comprends pas. Je pense qu'une chaîne privée, comme toute entreprise privée, ne doit pas perdre de l'argent, ça me paraît évident. Et il est vraisemblable qu'une dimension européenne permet de ne pas perdre de l'argent. Et autant de savoir, ce qui serait bien quand même, ce serait que tout soit sur la table, qu'on comprenne bien les choses, qu'est-ce qui s'est passé ou pas. Moi, je comprends que l'on cherche à ne pas mettre de l'argent dans une espèce de gouffre. En revanche, je suis persuadé qu'une chaîne avec une telle qualité d'information, pour le reste, je ne sais, doit pouvoir vivre en Europe et en France. Et je suis même persuadé qu'une aventure est possible. Une aventure, voilà, qui représente notre pays, qui représente la façon nouvelle de faire. Et voilà qui va faire plaisir forcément à Jean-Claude Boré. Jean-Claude, ces adhésions, ce million, même davantage ce soir déjà, et des bonnes volontés avec des idées, des projets. Je crois que tout le monde aime la télévision. C'est ce que je disais à tous nos confrères de TF1, d'Antenne 2, d'FR3, de M6 et de Canal+, qui étaient là tout à l'heure pour essayer de comprendre ce qui se passait. C'est que les téléspectateurs, dont nous faisons partie, car quand on rentre chez nous, on ne regarde pas que la 5, on regarde aussi toutes les autres chaînes. Les téléspectateurs, ils ont maintenant une habitude, qui a d'ailleurs été donnée par le président Mitterrand, puisque c'est lui qui a créé notamment la 5. Ils ont l'habitude d'avoir 6 chaînes chez eux, qu'ils aiment. Et ils savent très bien que si la 5 meurt, eh bien, quand ils vont zapper sur le canal 5, dans quelques jours, le 3 avril au plus tard, ils n'auront plus rien. Ils n'auront plus rien. Alors, vous parliez, Béatrice, des pressions. Jean-Marc Sylvestre, qui est notre spécialiste de l'économie, me donnait un renseignement tout à fait précis à l'instant. Le Crédit Lyonnais, par exemple, le Crédit Lyonnais, qui est une banque nationalisée, vient de refuser 200 millions de francs pour le plan de créances, pour le plan des créanciers. Mais, dans le même temps, le Crédit Lyonnais est en train de perdre 5 milliards de francs dans l'affaire Paretti. Paretti, qui est cet escroc italien qui est actuellement en prison. Donc là, il y a 2 poids, 2 mesures qu'on ne comprend pas très bien. Alors, où on va aller? Vous parliez de ce délai difficile à vivre, 10 jours seulement, c'est très court. Alors d'abord, je partage tout à fait ce qu'a dit Patrice Duhamel, notre directeur, tout à l'heure. Tout n'est pas complètement perdu.
Alors, évidemment, les journalistes disent combien de chances reste-t-il? C'est 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 1000. Il reste une toute petite chance. La petite chance, c'est votre mobilisation. Nous sommes plus d'1 50 000 ce soir. La mobilisation a continué à un rythme très important, puisqu'on a eu 50 à 60 000 adhérents par semaine jusqu'à la semaine dernière. Et c'est à chaque semaine un record historique depuis la libération. Mais ce soir, il faut vraiment que nos amis téléspectateurs se mobilisent, parce qu'ils ont cru, et nous le disaient dans la rue, vous en sans doute fait la même réflexion, Béatrice. Alors ça y est, vous avez gagné, Monsieur Berlusconi a racheté la 5. Non, vous le voyez bien, on est à 2 doigts de mourir. Si vous vous mobilisez, vous pouvez adhérer tout de suite par le 3615 code la 5. Vous pouvez nous écrire, écrivez-nous massivement, soit en nous disant que vous soutenez la 5, une simple lettre ça suffit, soit un chèque de soutien de 50 francs minimum à l'ordre de l'association de défense de la 5, eh bien ce sera le contrepoids dont nous avons besoin pour essayer de gagner. Et puis je dois vous dire, Jean-Claude, on vient de m'apprendre que le Standard a sauté. C'est vrai que depuis l'annonce du retrait de M. Berlusconi, le début de ce journal, le Standard a sauté. C'est donc la mobilisation continue. Ça, c'est la mobilisation qui continue. Et puis vous l'avez entendu de la part de nos bénévoles, que je remercie une fois de plus parce qu'ils ont été extraordinaires. Ce sont nos amis téléspectateurs qui sont venus tous les jours depuis le 3 janvier, samedi et dimanche compris, et qui ont travaillé de 9h du matin, souvent 21h, 22h le soir, dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles, et qui nous disent maintenant il faut descendre dans la rue, il faut manifester. C'est une décision très grave. Nous n'avons pas pris cette décision pour l'instant, mais c'est vrai que le Standard a sauté cet après-midi avec plein de téléspectateurs qui disaient maintenant il y en a assez, on descend, on va montrer qu'on veut que la 5 vive. Alors je voudrais dire encore un mot avant de clore ce chapitre à Brice-Lalonde. Demain matin, Conseil des ministres. Est-ce que vous allez pouvoir en parler à un moment ou à un autre? Est-ce que vous souhaitez le faire? Mais oui, bien sûr, pas de problème, bien sûr. Avec quel mot pour dire quoi? Je vais demander à vérifier toutes les informations dont vous faites état. C'est assez compliqué car on ne peut pas à la fois demander de l'argent public et rouspéter quand les impôts augmentent. Donc c'est assez compliqué, mais vous pensez qu'il y a peut-être un complot ou une volonté? Je vais vérifier d'abord, hein, très nettement, clairement. Laissez-moi vérifier et revenir devant vous. Bien entendu. Hein, et ensuite, je crois, pour les journalistes de la 5, et pour tous ceux qui travaillent et qui forment une famille quand même, c'est ça, c'est une aventure, c'est une espèce de bateau, un équipage. Peut-être qu'un jour, il faut prendre la décision de choisir. Est-ce que pour le destin financier d'une chaîne comme cela, est-ce qu'il faut s'en remettre purement à des professionnels ou est-ce qu'il faut que vous-même, et avec ceux qui veulent vous aider, vous pourriez ou nous pourrions être les professionnels de notre propre financement? C'est une question difficile, c'est une véritable aventure. Je suis sûr que beaucoup de Français sont prêts à participer à cette aventure avec vous. Tant mieux, mais je crois qu'il faudra se décider très vite. Merci Brice-Lalonde et merci Jean-Claude Boré. On vous retrouve évidemment dans nos éditions demain. Dans un instant, la suite du journal. D'abord, une page de publicité. Passons maintenant au reste de l'actualité. Direction Saint-Pétersbourg, là, à une centaine de kilomètres de la ville. Fuite de gaz radioactif dans une centrale nucléaire. L'incident s'est produit la nuit dernière. Une fuite dans l'un des 4 réacteurs. La quantité des rayonnements est 3 fois supérieure à la normale et le volume d'iode 10 fois supérieur aux normes. Jean-Yves Huchet. Le responsable de la désagréable inquiétude qui a parcouru toute l'Europe ce matin, le voilà. Un des 4 réacteurs de la centrale nucléaire Leningrad qui alimente la ville de Saint-Pétersbourg, distante d'environ 100 km. Une fuite sur un circuit de refroidissement a déclenché une alarme électronique dans la centrale et l'arrêt automatique du réacteur numéro 3 à partir de 2h47 locales. Des gaz inertes radioactifs se sont échappés dans l'atmosphère après avoir été filtrés. L'inspection nucléaire russe a très rapidement publié et transmis à l'étranger cette information, classant l'incident au niveau 3 sur l'échelle internationale de gravité qui en compte 7, maximum atteint à Tchernobyl. Dans la matinée, le ministère de l'énergie atomique affirmait que le niveau de radioactivité autour de la centrale ne dépassait pas les normes internationales admises. Le centre russe d'information sur les dangers radioactifs, plus alarmiste, parlait lui d'une concentration d'iode, notamment 10 fois supérieure aux normes. Mais les observatoires étrangers, finlandais, suédois ou allemands, n'ont rien décelé d'anormal. Il reste que cet incident, qui n'a provoqué aucune panique, est un nouvel avertissement.
Des experts suédois avaient réclamé le mois dernier la fermeture de cette centrale du fait de sa vétusté. Les 15 autres unités de ce type, encore implantées dans l'ex-URSS, deviennent un héritage de plus en plus lourd à assumer. La centrale nucléaire Leningrad, construite dans les années 70, est du même type que celle de Tchernobyl. Rien que pour l'année 91, 11 arrêts, dont 2 d'urgence, obligent les autorités à réparer, à bricoler. En janvier dernier, les experts suédois demandaient la fermeture de 2 de ces réacteurs dans les plus brefs délais. Les explications techniques de Thierry Curtet. Nous voici à l'intérieur de l'installation russe. Comme dans toutes les centrales nucléaires, les barres d'uranium sont chargées par le dessus. C'est le seul point commun entre le programme soviétique et les programmes occidentaux. La différence essentielle est dans la conception même de l'installation. Pour simplifier, le cœur repose sur un socle. Le tout est entouré de parois. À Tchernobyl, tout cela avait explosé. À Leningradskaya, heureusement, toute l'installation a résisté à la chute de pression. Le modèle soviétique ne possède pas d'enceinte de confinement, contrairement à la plus grande partie des centrales occidentales. Une enceinte qui maintient le cœur et les gaz en vase clos en cas d'accident. La moitié des 16 centrales de l'ex-URSS est bâtie sur le même modèle, le RBMK 1000. À Saint-Pétersbourg, contrairement à Tchernobyl, ici sur ces images, les sécurités ont très vite fonctionné. On sait qu'en cas d'accident, l'absence d'enceinte de confinement laisse échapper des éléments radioactifs dans l'atmosphère. On sait aussi que faute d'argent, les centrales soviétiques ont bien du mal à être entretenues. Des petites pièces cèdent les unes après les autres, elles peuvent entraîner des catastrophes. En 91, dans l'ex-URSS, il y eut 156 pannes ayant entraîné l'arrêt d'urgence d'un réacteur. Tchernobyl a servi d'exemple, on ne construit plus de centrales sur ce modèle, reste une 50aine de réacteurs dans l'ACEI, plus d'une 20aine dans les pays de l'Est, qui tous sont en très mauvais état. Avec nous, Boris Burakov, ingénieur en physique nucléaire à l'Institut du Radium de Moscou. Bonsoir, monsieur. Je crois savoir que vous connaissez bien cette centrale de Leningrad, dont des experts suédois ont réclamé la fermeture. Alors, tout de suite, est-ce que vous avez eu aujourd'hui des nouvelles et quelle est l'ampleur des dégâts sur place? Aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de téléphoner à Saint-Pétersbourg, précisément à l'Institut du Radium où je travaille, et je possède donc l'information suivante. À 2h40, il y a eu un système de sécurité thermique qui s'est déclenché. Et le réacteur de la 3e tranche de la centrale de Sosnovy Bor s'est arrêté. L'Institut du Radium dispose de stations de mesure et de contrôle de la radioactivité en différentes régions autour. Et possède également des détecteurs installés directement à la centrale de Sosnovy Bor. Et des détecteurs installés à Gatchina, à une 50aine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. L'autre station, qui se trouve également à 50 km à l'ouest de Saint-Pétersbourg, s'appelle Zelenogorsk et possède également des détecteurs. Alors justement, on a envie de vous poser tout de suite la question, finalement, avec tous ces paramètres pour mesurer quels sont les degrés de radioactivité, est-ce qu'il y a surtout danger pour l'environnement, pour la population, aujourd'hui, demain ou après-demain? En quelques mots, si c'est possible. Non, il n'y a pas de risque. Je veux souligner que les détecteurs à Zelenogorsk et à Gatchina n'ont pas mesuré de radioactivité particulière, ce qui témoigne déjà d'une situation pas trop mauvaise. Les détecteurs qui étaient installés à Sosnovy Bor du côté du vent n'ont pas détecté non plus de radioactivité.
Et la radioactivité en iode à la station même, par contre, s'est élevée d'un facteur 10. Alors permettez-moi cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, contrairement à Tchernobyl, les autorités jouent la transparence? Ça veut dire, est-ce qu'on sait tout vraiment ce soir? Je pense que oui. Vous êtes sûr? Surtout que maintenant, il y a des sources indépendantes de contrôle. Alors, une dernière question. Je dirais que nous, ici en France, parce que les experts le disent, on doit être inquiet, dit-on, de toutes ces centrales qui sont fabriquées un peu sur le même moule, comme Tchernobyl, comme la centrale Leningrad. Est-ce que tout est à jeter? On devrait les arrêter, ces centrales, pour en reconstruire avec de meilleurs systèmes de sécurité. Vous me répondez, s'il vous plaît, d'une phrase, parce que ça va très vite. La traduction. Я думаю, что не следует придерживаться каких-то экстремистских выводов, что надо немедленно. Je ne pense pas qu'il faut s'en tenir à des conclusions extrêmes. Потому что экономически это в настоящий момент невозможно. Il est vrai que procéder à des constructions, des réparations actuellement du point de vue économique est très difficile, pour ne pas dire impossible. Но эти станции действительно вызывают тревогу. Il est vrai que les centrales existantes de ce type, effectivement, suscitent de l'inquiétude. И необходимы серьезные капитальные вложения на повышение безопасности на этих станциях. Et surtout de grands investissements pour augmenter la sécurité de ces centrales. Безусловно, что такой тип станции не должен строиться в будущем. Il est certain que ce type même de centrale ne doit plus être construit à l'avenir. Постепенно они должны выводиться из эксплуатации. Et que petit à petit, il faut les arrêter. Merci, Monsieur Burakov. Merci beaucoup. Nouvelle version maintenant de la Calypso. Voici Calypso 2, le nouveau bateau du commandant Cousteau, est présenté aujourd'hui dans son bassin de carénage. Antoine Masson. Voici la Calypso 2, ou plutôt la maquette de ce qui pourrait devenir le Doberman des océans, le nouveau navire du commandant Cousteau. Ici, nous le découvrons dans le bassin des carènes de la Délégation générale de l'armement. Cette maquette devrait, si vous le désirez, devenir réalité, c'est-à-dire un navire de 65 mètres de long, prêt à embarquer un hélicoptère, un hydravion et un sous-marin de poche. Ce projet est destiné à surveiller l'état des océans, à livrer en direct toutes les informations sur la pollution, le littoral, la pêche, bref, faire un bulletin de santé de la planète. Pour construire ce bateau, le commandant Cousteau cherche un financement international, des particuliers bien sûr, mais aussi des États, à la seule condition qu'ils n'entravent pas la bonne marche de l'association. Il y aura à bord de Calypso 2 un studio de production et un saladier pour envoyer tous les renseignements par satellite au reste du monde. Donc on traitera les images et les mesures immédiatement sur place et on les enverra par satellite à tous les coins du monde. La Calypso 2 devrait naître d'ici 5 ans. Sa forme, son mode de propulsion en font déjà un navire révolutionnaire. Mais rassurez-vous, la Calypso 1 ne sera pas pour autant oubliée. Il continuera à sillonner les océans comme il le fait déjà depuis tant d'années. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de ce journal consacré à la situation de la 5 et aux retraites de Silvio Berlusconi, je vous propose d'entendre les propos des deux invités de cette édition. On écoute tout de suite d'abord le commandant Cousteau. Commandant Cousteau, bonsoir. Merci infiniment de votre présence. Patrice Duhamel le disait tout à l'heure, vous êtes, tout le monde le sait, l'homme le plus populaire en France, mais aussi à l'étranger. Et vous imaginez donc le poids de votre présence et de vos paroles ce soir. Alors spontanément, vous êtes venu nous rejoindre. Est-ce que c'est d'abord l'homme de cœur qui parle? C'est l'homme de cœur peut-être, mais aussi l'homme de communication. J'estime que la communication avec le public est aujourd'hui un devoir fondamental, que cette communication doit s'améliorer et s'élargir. La suppression d'une chaîne dans un pays comme la France est une atteinte à la liberté, une restriction de cette liberté.
C'est surtout sur ce plan-là que je me place. Moi, ça me fait mal de voir des combinaisons arrêter une chaîne, quel que soit le passé économique de cette chaîne. Il y a 36 moyens, 36 façons de redonner, de reprendre une chaîne comme la 5. Et j'ai peur qu'il y ait des désirs quelque part de ne pas trouver de solution. Moi, personnellement, je ferai tout ce que je pourrais pour encourager des gens qui aient des idées et également pour contribuer peut-être à ces idées afin que la 5 ne disparaisse pas. Peut-être sera-t-elle obligée de se modifier un peu, mais il ne faut pas qu'elle disparaisse. Alors quand vous dites qu'il y a peut-être volonté ici ou là de ne pas laisser vivre cette chaîne... Là, il faut faire une étude, on ne peut pas dire ça en l'air. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques doivent être concernés et ont leur part de responsabilité, très clairement? Leur part de responsabilité, je ne sais pas, mais elle ne devrait pas en avoir. Il est certain que là, dans ce cas particulier d'une chaîne privée, financée par de l'argent privé, l'influence gouvernementale ne devrait pas exister. Alors quand je vous écoute, j'ai envie de dire c'est un peu la première fois qu'on vous entend prendre une position plutôt politique. Oui et non. Vous savez, j'ai des idées politiques, j'ai des idées politiques très claires, qui ne rentrent pas dans les doctrines politiques actuelles, mais croyez bien que je souffre constamment de la façon dont la démocratie n'a pas suivi justement l'amélioration des communications entre les événements et le public lui-même. Alors que tout le système de communication électronique permet à tous les citoyens du monde entier de savoir ce qui se passe sur toute la planète, et ça touche évidemment l'écologie qui vous concerne directement. Oui. À ce moment-là, le système actuel, qui date de 200 ans, continue à s'appeler démocratie, et c'est une démocratie à retardement, qui a vieilli, qui ne s'est pas adaptée au système électronique de la vie moderne. On vote pour un représentant pour 5 ans, et les événements peuvent changer en quelques jours. Donc, si vous voulez, cette absence de contact direct avec le public me gêne, et je considère comme archaïque. Bon. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Quand il y a des questions graves, nous faisons appel aux pétitions. Nous avons, grâce à la pétition qu'on a lancée sur l'Antarctique, on a obtenu le changement de position de pratiquement tous les signataires du traité antarctique. C'est vrai, formidable travail. Bon. Actuellement, nous faisons une pétition, on a déjà plus de 2 millions de signatures en France, sur les droits des générations futures. Bon. Mais ici, nous avons un nouveau cas qui m'intéresse énormément. Le public devrait avoir son mot à dire sur la disparition. Il a commencé à le dire, vous savez qu'on a plus d'1 million d'adhérents. Vous avez fait une sorte de pétition. C'est vrai. En lançant, c'est pour ça que je suis là. J'ai trouvé une analogie énorme entre ce que vous avez fait et ce que je fais. Il y a plus d'1 million de personnes qui spontanément se sont adressées à vous en disant on est prêt à contribuer, modestement bien sûr, parce qu'on n'est pas très riche, mais nous avons besoin de la 5, on veut la 5, on est prêt à contribuer. Et vous êtes l'une de celles-là, l'une de ces personnes, contribuer, mais surtout avec peut-être un projet. Je crois savoir que vous avez un projet. Non, pas encore. Écoutez, une idée de projet. J'ai appris cet après-midi cette catastrophe, et j'ai bien l'intention d'en parler avec beaucoup de gens. J'ai déjà communiqué avec des ministres et avec des autorités de télévision. Je compte continuer pendant les jours qui viennent. Dès cet après-midi, vous voulez dire, vous avez pris des contacts ici ou là? Tout de suite, instantanément. Mais en fait, là n'est pas la question. Il me semble, et là je m'adresse au public entier, il me semble qu'il serait formidable que le public s'unisse pour financer la 5, indépendamment de toutes les combinaisons extérieures. Moi, je trouverais ça un triomphe de la démocratie, car il n'y a pas eu encore dans le monde une chaîne qui soit entièrement possédée ou pratiquement possédée par le public au large. Actuellement, l'information est entre les mains de groupes financiers. Et même les 25% dont on parlait tout à l'heure
venaient d'Allemagne, etc., d'Italie, d'Espagne, c'était des groupes financiers. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que je voudrais, c'est que les citoyens se mettent dans le coup pour avoir leur système de communication à eux. Et vous, dans ce système, vous jouez un rôle actif? Vous avez envie de jouer un rôle actif? Vous le faites déjà en étant l'asseoir et en parlant. Je voudrais avoir un rôle actif dans la création de cette chose. Mais après, bien sûr que j'ai d'autres chats à fouetter. Mais bien sûr que oui. Quel message? Vous y croyez? Bien vous savez qu'on a 10 jours encore avant la liquidation. Est-ce que vous croyez 10 jours, que je me serais battu depuis 3 heures depuis que j'ai appris ça, comme je l'ai fait, si j'y croyais pas? Je crois que la volonté populaire, que la participation populaire à l'information est essentielle. Je vous remercie infiniment. Je crois que vous serez écouté, je l'espère. Et puis on se reverra forcément. Merci, Monsieur Cousteau. On écoute maintenant le ministre de l'Environnement, Brice Lalonde, qui était tout à l'heure sur ce plateau. Avec nous, Brice Lalonde. Bonsoir, monsieur. Je rappelle que vous êtes ministre du gouvernement. Or, il paraît que cet après-midi, Matignon aurait donné de strictes consignes aux membres du gouvernement de ne pas évoquer, de ne pas parler de l'affaire de la 5. Vrai ou faux? Je l'ignorais, en tout cas, je suis là. C'est vrai? Franchement, vous savez, je viens de m'occuper des élections régionales et donc je suis un peu déconnecté. Pas de consignes? Pas en tous les cas, pas qu'il soit arrivé jusqu'à moi. Bon. En tout cas, on vous remercie d'être sur ce plateau. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que vous avez été le Premier ministre à venir nous aider. C'était il y a 3 mois. Votre réaction à chaud? Enfin, je suis consterné. Déjà, il y a quelques mois, j'étais venu pour parler avec vous. Je pense que les chaînes de télévision font partie de l'environnement. Alors, je suis défenseur de l'environnement. Tous les jours, quand on est chez soi, on vit avec nos chaînes. Et je pense que la 5 avait su créer une façon de faire extrêmement vivace, extrêmement pertinente comme ça sur l'information, et on se sentait, nous, proches de cela. Et vous avez été très loyaux, toujours, sur l'information, très, très loyaux. Et cette loyauté nous a toujours plu. Donc, s'il y a un pan de notre environnement quotidien qui disparaît, c'est une souffrance. Voilà. Donc, on tenait à vous le dire. Et on ne voudrait pas que vous ayez le sentiment que, là encore une fois, il n'y ait pas beaucoup de Français qui soient avec vous, ou qui essayent eux-mêmes de réfléchir à la façon de faire, la liberté de l'information, comment ça marche, les recettes publicitaires, comment ça marche, etc. C'est une chaîne privée, la 5. Est-ce que les chaînes privées peuvent être aussi le témoignage de l'élan des citoyens et pas simplement de l'argent des financiers? Moi, je serais prêt, j'y pensais toujours à ça, c'est mon côté 68 heures, je ne sais pas si c'est possible. Voilà où on en est maintenant. Comme il y a un élan, comme il y a 1 million de Français qui voudraient que ça continue, comme il y a une telle équipe, une telle ferveur, alors est-ce que c'est possible? Peut-être, c'est ce que disait M. Cousteau il y a quelques instants. Vous avez parlé d'argent. C'est vrai, l'argent, c'est important pour une chaîne privée. Est-ce que vous êtes au courant de pressions politiques ou de pressions financières dont on parle ici et là? M. Berlusconi les a évoquées très clairement. Différents journaux ont repris cette hypothèse. Est-ce que vous en savez davantage? Oui ou non, d'abord? Non, bien sûr. Non. Est-ce que ça vous choquerait si ces pressions existaient? Oui, il faudrait les comprendre, il faudrait que je les comprenne, je ne les comprends pas. Je pense qu'une chaîne privée, comme toute entreprise privée, ne doit pas perdre de l'argent, ça me paraît évident. Et il est vraisemblable qu'une dimension européenne permet de ne pas perdre de l'argent. Et autant de savoir, ce qui serait bien quand même, ce serait que tout soit sur la table, qu'on comprenne bien les choses, qu'est-ce qui s'est passé ou pas. Moi, je comprends que l'on cherche à ne pas mettre de l'argent dans une espèce de gouffre. En revanche, je suis persuadé qu'une chaîne avec une telle qualité d'information, pour le reste, je ne sais, doit pouvoir vivre en Europe et en France. Et je suis même persuadé qu'une aventure est possible. Une aventure, voilà, qui représente notre pays, qui représente la façon nouvelle de faire. Alors, je voudrais dire encore un mot, avant de clore ce chapitre, à Brice Lalonde. Demain matin, Conseil des ministres. Est-ce que vous allez pouvoir en parler, à un moment ou à un autre? Est-ce que vous souhaitez le faire? Mais oui, bien sûr, pas de problème, bien sûr. Avec quel mot, pour dire quoi? Je vais demander à vérifier toutes les informations dont vous faites état. C'est assez compliqué, car on ne peut pas à la fois demander de l'argent public et rouspéter quand les impôts augmentent. Donc c'est assez compliqué, mais vous pensez qu'il y a peut-être un complot ou une volonté? Je vais vérifier d'abord, hein, très nettement, clairement. Laissez-moi vérifier et revenir devant vous. Bien entendu. Hein, et ensuite, je crois, pour les journalistes de la 5, et pour tous ceux qui travaillent et qui forment une famille quand même, c'est ça, c'est une aventure, c'est une espèce de bateau, un équipage. Peut-être qu'un jour, il faut prendre la décision de choisir. Est-ce que pour le destin financier d'une chaîne comme cela, est-ce qu'il faut s'en remettre purement à des professionnels, ou est-ce qu'il faut que vous-même, et avec ceux qui veulent vous aider, vous pourriez ou nous pourrions être les professionnels de notre propre financement? C'est une question difficile, c'est une véritable aventure. Je suis sûr que beaucoup de Français sont prêts à participer à cette aventure avec vous. Tant mieux, mais je crois qu'il faudra se décider très vite.
Bien, je m'adresse maintenant à Pierre-Luc Séguillan. Vous avez regardé bien sûr avec nous l'ensemble de ce journal. Alors ma question c'est, est-ce qu'au fond l'affaire est aussi une affaire politique? Oui, c'est évident. Je crois que ce soir, il apparaît que l'affaire de la 5, elle est devenue doublement politique. Politique parce que la possible disparition annoncée de cette chaîne, entre 2 tours d'élection, quelles que soient les réalités financières, sera interprétée nécessairement par l'opinion comme un choix du pouvoir, en l'occurrence de Matignon et de l'Élysée. Politique aussi parce que, il faut bien le dire, la politique a toujours été mêlée à l'histoire de cette chaîne. Politique fut sa création, quand François Mitterrand, à la veille des élections législatives de 86, voulait montrer à l'opinion qu'il libéralisait les antennes. C'est alors, vous vous en souvenez peut-être, le Premier ministre socialiste, Bettino Craxi, qui joua les intermédiaires entre François Mitterrand et Silvio Berlusconi. Politique fut la réattribution de la chaîne à Robert Hersan au temps de la cohabitation, quand Jacques Chirac était à Matignon. Politique furent les encouragements apportés par l'Élysée et par le directeur de cabinet de Michel Rocard au groupe Hachette afin qu'il prenne le relais de la 5 en 1990. Et aujourd'hui, eh bien, une fois encore, l'équation est pour parti politique. L'homme qui gère ce dossier à l'Élysée, Gilles Ménage, le directeur de cabinet de François Mitterrand, a dit oui à la reprise de la 5 par Berlusconi. Mais dans le même temps, il a fait en sorte que la barre soit mise très haute, c'est-à-dire une reprise du passif de la 5 par Berlusconi qui assure une issue confortable à Hachette, une reprise si conséquente au plan financier que le groupe italien ne veut, ni sans doute ne peut y souscrire. Alors ce soir, eh bien, au terme de ce journal, je crois que chacun aura bien compris que désormais, par-delà les réalités financières, par-delà l'élan des citoyens, seul, en fait, un geste politique venu du sommet peut sauver la 5. Et nous l'attendons. Fin de cette édition. Dans un instant, la météo de Véronique Touillet, les prochains rendez-vous d'information, le journal de la nuit, Jacques Wittenberg. Demain matin, le permanent, à 12h45, Marie-Laure Augry. Dans quelques minutes, un film de Gérard Lauzier, Petit con, avec Caroline Cellier et Guy Marchand. À 22h30, Ciné 5 de Michel Cardoz, suivi d'un deuxième film, Big Boss, avec Bruce Lee. Excellente soirée sur la 5. À demain 20h. L'information 24 heures sur 24, c'est par téléphone au 36 65 10 00. Mardi prochain minuit sur Papier Libre.